nous avons bénéficié d'un développement pendant 20 ans très important au niveau des structures. Je crois que maintenant, ce qui est très important, c'est que cette culture palliative se diffuse beaucoup sur l'ensemble de la pratique médicale, de façon à ce que ce concept de soins soit intégré par l'ensemble du monde médical et soignant et pas uniquement les spécialistes. C'est un peu triste d'attendre qu'on soit noté en fin de vie pour qu'on vous écoute et qu'on commence à vous accompagner. À partir du moment où on bascule dans la maladie, il y a un accompagnement à faire. Et les valeurs qu'on porte en soins palliatifs, pour moi, c'est des valeurs de soins. Qu'on soit en chirurgie, en médecine, en pédiatrie ou ailleurs, c'est des valeurs de soins. Et voilà, en souriant, je disais toujours, quand faut que j'attende d'être étiquetée malade de soins palliatifs, malade en fin de vie, pour qu'on commence à dire la famille est importante, etc. etc. Ce sont des soins, point barre. Tout malade qui en requiert, comme le dit la loi, a le droit des soins palliatifs. Donc au fond de la Meuse, dans une maison de retraite, etc., il faudrait qu'il y ait, on ne va pas leur demander de faire de l'enseignement de la recherche, mais il faut qu'il y ait une vraie culture palliative, il faut que ça imprègne jusque dans les campagnes, les hôpitaux locaux, les maisons de retraite. Ça, c'est le vrai combat. Il y a des gens qui aujourd'hui sont exclus de l'accompagnement de fin de vie. Et c'est vrai que moi, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour que, par exemple, dans le domaine de la périnatalité, c'est en train de venir, cette notion d'accompagnement de fin de vie puisse être encore mieux prise en charge, que pour un tas d'exclus de la société, l'accompagnement de fin de vie puisse être pris en charge. Les soins palliatifs, finalement, c'est quoi? C'est la prise en charge de la vulnérabilité, en considérant qu'un patient en fin de vie, il est particulièrement vulnérable. Mais encore plus vulnérable que le patient en fin de vie est celui qui est vulnérable, ultra vulnérable dans sa vie et qui arrive en fin de vie. Puisque la fin de vie est un temps qui s'allonge en quelque sorte, il faut que l'environnement de ce temps, l'environnement des personnes pendant ce temps, soit un environnement si possible choisi et qui ait du sens. Et forcément le domicile ou les substituts de domicile deviennent importants. Or, on constate qu'en France, nous avons une propension à hospitaliser en quelque sorte la fin de vie et à la surmédicaliser. Donc un des enjeux de notre réflexion à venir va être de déshospitaliser, démédicaliser et de restituer en direction du domicile, autant que faire se peut, sa fonction première de lieu de vie et qui sera un lieu d'accompagnement. Je pense que les soins palliatifs sont que dans le système sanitaire et je pense que c'est pas sain ça. Les soins palliatifs, c'est une démarche qui est sociétale, je dirais, et donc je pense qu'il ne faut pas des financements que du côté sanitaire. Et je pense que si on avait une inscription plus sociétale des soins palliatifs, je serais plus rassuré, parce que le sanitaire va faire du sanitaire, du plateau technique et du diagnostic et tout ça. Il faut réintégrer la fin de la vie dans la société et pas la confiner dans la médecine. Il y a une vraie place pour une réflexion, pour un développement des soins palliatifs avec des financements par le conseil régional, par des dons, par une générosité publique ou par des mairies, enfin bon. Parce que c'est quelque chose qui est un besoin de la société et je trouve que c'est à la société d'exprimer ses besoins par rapport à ça. Moi je pense que les règles sanitaires sont mal adaptées au monde des soins palliatifs et donc risquent de le contraindre, voilà, ou de le déformer. L'avenir serait plutôt d'organiser des soins palliatifs en milieu associatif, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital, complètement en dehors de l'hôpital, et réinventer quelque chose qui est à l'origine du projet de Saint-Christopher. Il ne faut pas oublier que Saint-Christopher Hospice n'était financé qu'à 50% par l'État. Les autres 50%, c'était des financements de dons privés. Mais du coup, ils retrouvaient une forme de liberté dans leur exercice. Si les choses s'inscrivent dans la société, je pense qu'il y a vraiment un avenir des soins palliatifs, donc avec des valeurs sociétales, laïques, républicaines, etc. Je suis une éternelle optimiste et je crois beaucoup au bénévolat d'accompagnement et je crois que notre société en aura de plus en plus besoin parce qu'on est dans une société de plus en plus individualiste où la solitude et là les familles sont éclatées aux quatre coins de la France ou du monde. Donc on aura besoin que la société soit présente dans ces moments difficiles de la vie.
Parmi les questions qui me semblent vraiment importantes à traiter, c'est la question du développement des soins palliatifs, de l'accompagnement de fin de vie dans les pays du Sud, des pays en voie de développement, comme on veut les appeler. Je crois qu'il faut être solidaire avec tout le monde, et nous qui sommes dans des pays nantis, des pays développés, des pays qui ont de l'argent, je crois qu'il est tout à fait indispensable qu'au même titre qu'on a une solidarité avec les mourants sans domicile fixe, les mourants dans les prisons, il faut aussi qu'on ait une vraie solidarité avec ceux qui meurent dans ces pays qui n'ont pas la chance d'avoir un système de santé aussi développé que le nôtre. L'avenir des soins palliatifs me donne beaucoup d'anxiété. Parce que, d'une part, il y a toujours beaucoup d'ambivalence de la part de nos tutelles dans la reconnaissance de tout cela, dans le financement de toutes ces structures. Les tutelles, parfois, nous promettent de la main droite ce qui nous enlève de la main gauche. Donc, on voit bien dans le monde de la douleur, par exemple, ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup d'ambivalence et de contradictions. Et le deuxième point, c'est que l'évolution de la société, préoccupée par le diktat de l'autonomie, l'obsession du respect de la parole de l'autre. On est tous d'accord qu'on va respecter la parole de l'autre. Sauf que l'autre, le patient, peut dire des choses complètement abracadabrantesques, qui le met en danger, qui ne sont pas logiques, qu'il ne faut évidemment pas écouter. En gériatrie, plein de patients, et je ne parle même pas des patients déments, peuvent demander des choses absolument inapplicables pour eux, qu'on ne va pas écouter. Et ça, on est dans une société là qui est dans l'obsession du respect du refus, du respect de la parole, du respect des demandes, mais ce n'est pas parce que quelqu'un demande quelque chose qu'il faut le faire. Besoin, demande, désir, les 3 étages décrits par nos grands maîtres en psychanalyse montrent bien que ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, on est dans une société là qui piétine un peu, me semble-t-il, certains repères psychologiques, certaines bases du relationnel, et ces mises en cause des repères me semblent de nature à fragiliser la relation thérapeutique. Je crois en la valeur, aux enjeux sociétaux de ce mouvement du bénévolat d'accompagnement, j'y crois. Alors par contre, il faudra une adaptation, c'est sûr, puisque le monde a changé, la société a changé. Mais je pense que notre présence, on en aura besoin. On utilisera et des robots et des bénévoles d'accompagnement. Il y a eu les pionniers, il y a eu la généralisation, il y a eu l'officialisation des circulaires, les lois, mais aujourd'hui je vois plus de dangers il y a des dangers qui pointent, des dérives, des banalisations, tout le monde fait des soins palliatifs, non, tout le monde ne fait pas des soins palliatifs, des problèmes d'accessibilité aux soins palliatifs, non, tout le monde n'a pas accès aux soins palliatifs, des problèmes aussi économiques. Ce qui fait que on réduit peut-être les soins palliatifs de temps en temps, des choses qui sont plus pour moi les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est pluridisciplinaire, c'est multiprofessionnel. Mettre quelqu'un sous morphine hypnovelle, c'est pas faire des soins palliatifs. Ça pourrait même être de l'euthanasie. Donc il y a des choses nouvelles qui arrivent, des nouveaux problèmes, des dérives. Et puis avec le contexte économique d'aujourd'hui, moi ce qui me fait peur aussi, c'est une mutualisation, des moyens qui diminuent. C'est nouveau. Moi j'ai toujours connu ces 20 dernières années des soins palliatifs qui progressaient. Aujourd'hui, il y a des régressions. Je plaide pour qu'il y ait une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut qu'on tienne dans le futur. Et tenir, pour moi, c'est tenir ces trois éléments, information, recherche, clinique. Parce que sinon, je crois que il y aura une dévalorisation, un amoindrissement probablement de ce que l'on vise. Le système qui nous est proposé aujourd'hui est une régression par rapport à ce qu'on a connu. Donc, au niveau universitaire, certes, on construit la filière universitaire, mais on régresse en formation des jeunes médecins. Donc, alors, le devenir, c'est ce que j'appellerais moi les partenariats de cette médecine palliative avec les autres disciplines et avec les autres corps de métier. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un enseignement de qualité et il n'y aura pas de travaux de recherche si on ne construit pas des relais, des partenariats avec d'autres chercheurs, beaucoup plus d'ailleurs compétents que nous dans certains domaines, les CNRS, les INSERM. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui l'émergence de la plateforme recherche sur la fin de la vie, qui est quand même un symbole pour moi d'une avancée vraiment vers des soins palliatifs plus savants au sens universitaire et académique du terme. Il faudrait chercher à intégrer plus la formation et la recherche au sein des équipes. Ce qu'il ne faudrait pas,
justement qu'au cours des échanges entre les soignants soit pointé peut-être l'intérêt de mener une enquête, de mener une recherche, de participer, parce qu'on ne travaille plus tout seul, hein, de participer avec d'autres équipes à un projet commun sur telle ou telle question. C'est-à-dire qu'on ne pourra évidemment pas tout faire, mais au moins que ces dimensions à la fois de continuation de la formation et d'intérêt pour, je dirais, découvrir, enfin, commencer à laisser émerger des questions de recherche, soient vraiment inclus. Il faut parler la langue de l'université. La langue de l'université, c'est la recherche et l'evidence-based medicine. Il en faut de plus en plus en soins palliatifs pour faire comme a fait Temel en disant, attendez, 1, on améliore la qualité de vie, 2, on améliore la survie, 3, on coûte moins cher. Et il faut continuer à faire des études comme ça pour montrer que c'est mieux pour le malade, que ça coûte moins cher et que c'est mieux pour la société. Et je pense que la question va se poser aujourd'hui, parce que les coûts de santé vont exploser avec les nouvelles thérapies. Là. Ce pourquoi j'ai milité, c'est qu'il y ait une forme de... c'est-à-dire qu'on marche sur toutes nos jambes. Et pour moi, c'était à la fois l'enseignement et la formation. C'est-à-dire tout ce qui a trait à la pédagogie, on a beaucoup travaillé, hein, avec, dans le cadre de l'ASFAP ou des ateliers de l'ASFAP, sur ces questions. La recherche, qui m'est toujours tenue à cœur, qui était ma première passion, je dirais, et puis la clinique. Et je crois que si aujourd'hui, effectivement, il faudrait qu'on aille dans une forme d'intégration de ces 3 dimensions, dans tous les services, au fond, et que ce ne soit pas toujours, par exemple, que la recherche ne soit pas vécue comme étant due en plus de quelque chose. Les soins palliatifs, c'est des soins, mais les soins, ce n'est pas que des médicaments, ce n'est pas non plus que des techniques classiques de soignants, de kinés, d'ergo, etc., d'infirmières, ça peut être aussi tout ce qui est non médicamenteux. Alors, c'est connu depuis longtemps, c'est utilisé par pas mal de gens, ça a été longtemps décrit en France parce qu'on est très cartésien et que ce genre de choses nous bouscule et on met ça du côté de la médecine douce, médecine molle, médecine parallèle, enfin, des termes relativement négatifs, on va dire, mais c'est en train de changer. Nos collègues allemands ont beaucoup plus d'approches justement non médicamenteuses, en particulier des choses qui nous bousculent, nous, sur la sexualité, sur l'aromathérapie, la spiritualité. Nous, on vit ça un peu toujours comme un peu dangereux, un peu douteux, il faut s'en méfier. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus sérieux. Il y a des DU de soins palliatifs, mais il y a des DU d'art-thérapie, des DU de musicothérapie. Ça devient de vraies formations universitaires. Ça, c'est une bonne chose. Et du coup, ça va permettre leur intégration et leur reconnaissance, du coup. Je pense, moi, que la vie, elle est vivante. Et qu'on aura toujours à réfléchir. Et que c'est vrai, quand on est dans la génération en plateau, on est plus méritant pour inventer que dans la génération qui est fondatrice. La génération qui est fondatrice, elle a une veine du tonnerre. Tandis que la génération qui est en plateau, il faut qu'elle rame tous les jours dans une situation qui n'est pas forcément si confortable que ça. Il y a moins de moyens, les soignants sont moins motivés, c'est plus à la mode. Vous avez moins de bénévoles, hein, le bénévolat est en chute libre. On s'aperçoit aussi qu'on a un gros souci à l'heure actuelle de recrutement des bénévoles. Nos associations refusent tous les jours à des directeurs d'établissement d'installer une équipe de bénévoles, par manque de bénévoles. Il y a beaucoup de demandes à ce que les soins palliatifs ne soient pas uniquement des soins d'extrême fin de vie, que l'annonce de passage aux soins palliatifs ne soit pas l'annonce d'une mort prochaine, et donc d'une demande d'un élargissement de la médecine palliative pour que, cet esprit de soins palliatifs et d'accompagnement commence dès qu'est révélé, diagnostiqué une maladie grave qui risque de conduire à la mort. Et donc, les soins palliatifs sont amenés, je crois, à se développer, à s'élargir. Je crois que tout est fragile. Mais il y a une réalité qui va se faire vraiment évidente, c'est l'augmentation du nombre de personnes âgées dans les années qui viennent. On ne va pas avoir le choix, ils vont être de plus en plus malades. Peut-être que certains seront en meilleure santé, ce que je leur souhaite, mais enfin quand même, ils sont tous des polypathologiques. Enfin, donc il va falloir se pencher sur la quantité de décès qui va augmenter, des malades de plus en plus lourds, des complexités éthiques. Enfin, la vie ne va pas être toute rose, hein, et il va vraiment falloir travailler cette évolution démographique. Et là, je suis un peu inquiète. Nous avons un vieillissement de la population
qui est très important en France. Nous allons avoir des nombres de personnes âgées à soigner, parce qu'on ne fait pas que les accompagner, il faut aussi les soigner quand elles peuvent en bénéficier. Donc on va avoir affaire à un besoin de soins et à un besoin d'accompagnement très important, et on a des structures gériatriques qui, dans l'ensemble, surtout les structures d'hébergement, dites d'hébergement, mais qui soignent aussi, qui sont... les ratios de personnel sont scandaleux, Il faudrait aller tellement vite dans les décisions à prendre, les structures, la formation des soignants, qu'il va y avoir de la souffrance forcément par le delta qui ne sera pas comblé, ça c'est sûr. En tout cas, il faut vraiment que les équipes de soins palliatifs qui puissent se déplacer puissent prescrire, parce que de toute façon il n'y a plus de médecins généralistes à domicile, voire des médecins coordinateurs dans des établissements qui sont là moins qu'à mi-temps. Or les résidents ou les malades sont là temps plein. Donc il va falloir vraiment de la souplesse dans nos structures, dans nos fonctionnements et dans nos métiers. C'est pour ça que je vais vers la notion d'infirmière de pratique avancée en soins palliatifs. C'est très important. Il faut commencer à ouvrir le dossier tout de suite. On est déjà en retard en France. Je pense que le vieillissement de la population et le fait qu'on va avoir à prendre en charge, par exemple, des personnes comme moi, comment je serai quand je serai vieille? J'aurai sûrement 1 ou 2 cancers, parce que c'est obligé. Alors quand je dis quand je serai vieille, je suis déjà vieille, je suis déjà dans le 4e âge. J'en ai pas un peu l'air là, parce que j'ai de la chance là, mais comment est-ce que les soignants vont répondre à ce que je vais demander et à exiger? Forcément, la prise en charge des personnes âgées, dans leur fragilité, dans le fait qu'elles, alors pour le coup, elles ne pourront pas prendre de décision parce que leur cerveau, il sera quand même un peu flottant. Comment on va prendre en charge? Et là, la société, elle sera obligée de répondre. Et les soignants seront obligés de répondre. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver pour les 10 ans, dans les 10 ans qui viennent. Parce que, quand même, au départ, les soins palliatifs ne voulaient pas entendre parler de la gériatrie. Ah non, l'accompagnement des personnes âgées, c'est tout à fait autre chose. Moi, j'entends un éminent fondateur des soins palliatifs me dire ça. C'est tout à fait... Non, sur Internet, ne me parle pas de la gériatrie. C'est autre chose que les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est les cancéreux, les maladies, non, les vieux, c'est autre chose. Actuellement, avec la gériatrie, on est obligé de créer des soins palliatifs. Il y a des manques en milieu rural et des manques en gériatrie. En gériatrie et gérontologie, voilà, clairement. Et les besoins, tant en milieu rural qu'en milieu gériatrique, ont augmenté. Donc là, il va falloir tenter de mieux répondre à ces besoins. Ce qui manque aussi, c'est cette reconnaissance du soin palliatif comme une discipline à part entière. Là, je parle d'une spécialité médicale, mais à 2 conditions. C'est que cette médecine palliative, elle soit toujours interprofessionnelle. Quand on dit médecine, que ce ne soit pas que des médecins, et qu'elle soit toujours transversale, relativement au parcours du patient. Au tout début, quand les soins palliatifs sont nés, je me rappelle, on entendait à chaque fois, à chaque congrès, on entendait, on va développer les connaissances en soins palliatifs, et puis après, ils vont disparaître, on n'aura plus besoin d'avoir des unités de soins palliatifs, des équipes mobiles et tout. Donc, vivons un temps, et puis après, ça va disparaître. On voit que c'est complètement l'inverse. Au contraire, on cherche à les développer. Est-ce qu'il faut considérer les soins palliatifs aujourd'hui comme une spécialité? Pour moi, on peut continuer à se poser la question. Et moi, je penserais pour dire qu'il y a une dimension dans les soins palliatifs qui peut représenter l'idée d'une spécialité. Mais en même temps, il y a l'accompagnement. Est-ce que l'accompagnement rentre dans la spécialité? Probablement pas. Mais pour moi, il ne faut pas dissocier soins palliatifs et accompagnement. Il faut rester dans cette dynamique des deux qui sont accolés et qui sont particulièrement importants. Je crois qu'on n'a pas été au bout des réformes des études de soignants, des soignants infirmiers et des soignants médecins. On n'a pas encore donné le tour en ce qui concerne l'accompagnement. Une fois, j'avais réuni justement
entre guillemets, les dinosaures des soins palliatifs de région parisienne. Et j'avais demandé à M. Abivin, qui était déjà dans un fauteuil roulant, qu'est-ce que vous nous diriez? Dites-nous quelque chose. Et il nous avait dit, eh bien écoutez, je pense qu'en termes de soins palliatifs, on fera toujours des progrès. Mais ce que vous devez vraiment, ce à quoi vous devez veiller, c'est que la notion d'accompagnement ne se perde pas. Hein? Les soins palliatifs, on y arrivera, et on fera toujours plus de progrès. Mais l'accompagnement, que ça ne parte pas dans les sables. Parce que l'accompagnement est aussi important que le soin. Et comment on enseigne l'accompagnement, l'empathie, hein, est-ce qu'on l'enseigne? L'enjeu, encore une fois, des soins palliatifs, bien au-delà du terrain précis et de s'occuper des gens qui vont bientôt mourir, engage en fait le visage de la médecine de demain. Et un nouveau visage de la médecine où, pour faire image comme ça, où les gens ne soient pas seulement la rate du 15, comme on dit, mais monsieur machin, quoi, avec sa singularité, etc. La présence humaine, rien ne peut la remplacer. Hein. C'est une proximité, je dirais, pour aller d'un corps à corps, hein, quand on vient rencontrer, se poser à côté du patient, pour aller vers un cœur à cœur. Donc ça, aucune machine ne pourra remplacer ça. On aura gagné vraiment quand ça sera une culture partagée par tout le monde et où tout malade pourra en bénéficier vraiment.